Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. C'est ici, à Lagos, que vous avez effectué votre stage de l'ENA, c'était en 2002, c'est ça? Exactement. Cette terre nigériane, vous est-elle encore familière et aviez-vous déjà passé, puisque hier soir nous étions au Shrine, une soirée au Shrine ou dans un autre lieu de Lagos? Alors, dire qu'elle m'est familière, ce serait beaucoup dire, parce que je n'y suis pas revenu de manière régulière depuis plus de 15 ans. Mais j'ai en effet passé 6 mois de ma vie entre Lagos et Abuja. Et je suis allé plusieurs fois au Shrine et dans quelques autres lieux emblématiques, en effet, de la culture nigériane, de l'afrobeat. Quand je suis venu au Nigeria, Fela Kuti avait déjà disparu, mais ses fils avaient déjà repris le flambeau, y compris Seun, le plus jeune, qui se produisait de manière régulière, comme il le fait toujours. Ouais. Et Femi était déjà là, avec tout son orchestre. Et j'ai connu des soirées encore plus endiablées que celles d'hier. Oui, c'est-à-dire Non, mais parce qu'ils avaient un peu arrangé les choses. Oui. Mais il y a une énergie incroyable. Exactement. Et il y a toujours cette force, cette vitalité. Et je trouve ce qu'on comprend aussi d'une volonté d'identité culturelle profonde et d'un projet politique profond qui a toujours été porté par la famille, mais au-delà de ça, par une bonne partie du peuple nigérian. Exactement. Et Fela était vraiment le précurseur de tout ça. 2020, année des cultures africaines, la saison Afrique Oui. 2020, puisque bien des domaines seront abordés. Vous l'avez souhaité cette année. Ce sera une vitrine extraordinaire pour les talents du berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. Qu'est-ce qui a dicté le choix de l'Afrique pour 2020? Et y aura-t-il justement une implication des pays africains, c'est-à-dire des sociétés civiles et des États? Alors, bien évidemment, ce qui a dicté ce choix, c'est la volonté de changer le regard, de convertir le regard. C'est ce que j'ai expliqué à Ouagadougou lors du discours que j'ai fait à l'université. J'ai pris une série d'engagements et je crois que l'Afrique avait besoin de preuves. Parce que dire qu'on va changer les choses, s'il n'y a pas de preuves derrière, les gens n'y croyaient plus. Et donc, ce qu'on fait avec la circulation et restitution des œuvres d'art, la mission est en cours et rendra ses conclusions en novembre, elle est très attendue. Dire qu'on va changer les choses en s'intéressant aussi à d'autres domaines, en ayant une autre approche de l'éducation, de l'économie, mais également de la culture et du sport, c'est décider d'abord de parler aux sociétés civiles africaines. C'est-à-dire, on ne parle pas simplement, quand on vient en Afrique, des grands contrats de défense, des grands contrats miniers ou des grands contrats d'entreprise. Je dirais même que c'est la chose qui m'intéresse le moins. Il y en a ici au Nigeria. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que les écosystèmes économiques puissent se développer, mais surtout qu'on arrive à parler et à impliquer les sociétés civiles. Et je crois que ce qu'on veut faire avec cette saison justement africaine, cette saison des cultures de l'Afrique en 2020, c'est de changer le regard réciproque. En tout cas, c'est le pari qui est pris. C'est de dire, on va montrer aux Français ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui. Ils ne la connaissent pas. Ça n'est pas vrai. D'abord parce que l'Afrique est reléguée à certains endroits, et ensuite parce que la plupart de nos concitoyens qui se tournent par accident vers l'Afrique regardent une Afrique d'archéologues ou de collectionneurs occidentaux. Beaucoup de gens connaissent, et c'est un travail formidable qui a été fait, et je le soutiens, je suis moi-même un passionné, mais les gens connaissent l'Afrique peut-être par le musée du Quai Branly ou les collections de M. Kershach, qui a fait un travail extraordinaire et qui a donné à voir, mais une Afrique qui n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui, dans laquelle ne se reconnaît pas la jeunesse africaine. Et on ne connaît pas, ou très peu, les artistes, chanteurs, peintres, artistes de cinéma, etc. Et ce que je veux qu'on puisse faire par cette saison, c'est les mettre au centre. C'est-à-dire, il y a donc la personne en charge de cette saison est Madame Foll, une franco-sénégalaise qui a une très grande expérience justement de ces regards croisés. Elle a une équipe de jeunes conservateurs venant de l'Afrique tout entière. Et ce sont les artistes africains qui seront au cœur. Et donc, les gouvernements seront en effet impliqués, mais avant tout les sociétés civiles et les artistes. Et ils vont montrer dans des lieux à travers le pays. Et donc, nous, notre objectif, c'est aussi que ce soit les lieux les plus prestigieux, les plus au cœur, que ce soit un événement populaire français qui permette à ces artistes africains de montrer ce qu'est leur actualité, ce qu'est leur culture. Et ça, ce sera pour moi d'abord la première conversion du regard, celle de la France qui regarde l'Afrique différemment, qui ne la regarde pas comme une terre d'inquiétude, de migration, de terrorisme, si on se dit les choses, mais une terre de vitalité extraordinaire, de culture qui porte un message politique et un imaginaire qui lui est propre. Et l'autre conversion du regard, c'est celle de l'Afrique à l'égard d'elle-même.
c'est de permettre à des artistes africains ainsi de s'exposer et d'expliquer et de faire leur propre récit de l'Afrique. Et pourquoi c'est si important un lieu comme le Shrine? C'est si important d'avoir cette démarche? C'est qu'on a besoin d'une jeunesse africaine qui se raconte elle-même, qui construise son imaginaire, ses propres héros. Elle les a, mais qu'elle les explique au monde. Et je pense que c'est très important pour la jeunesse qui vit en Afrique, c'est très important pour les diasporas africaines qui vivent en Europe et en particulier en France. Justement, alors la culture, c'est le bon canal pour que cette jeunesse, justement, africaine puisse affirmer ses identités, reprendre confiance, c'est exactement ce que vous dites. Et puis, cette diaspora africaine en France, souvent, il faut bien le dire, souvent marginalisée, et elle a besoin, justement, qu'on lui dise qu'elle compte, qu'elle existe, et qu'elle fait partie de cette France. Il y a une jeunesse africaine qui se reconnaît dans une génération consciente, qui, à travers la culture, lorsqu'elle parle de culture, elle convoque l'histoire, elle parle du présent, convoquer l'histoire pour comprendre le présent et construire un autre avenir. Vous avez été, Monsieur le Président, le seul chef d'État, le 22 novembre 2017, à qualifier de crimes contre l'humanité les actes d'esclavage perpétrés en Libye. Vous l'avez dit, la jeunesse aura une large place. Vous l'avez dit, les regards vont probablement changer. Que pouvez-vous dire à cette jeunesse, ajoutée à votre propos, qui a besoin justement de cette énergie? Sera-t-elle, cette jeunesse-là, au centre de cette année 2020 consacrée à l'Afrique? Mais bien évidemment, parce qu'elle prendra la place. Hier, sur la scène du Shrine, j'ai élevé la moyenne d'âge. Et Fémi avec moi, sans doute. C'est vrai. Mais si vous regardez les artistes qui se sont produits, ils étaient extraordinairement jeunes. Oui. Et donc, la jeunesse, on n'a pas à lui donner la place, elle la prend. Il faut aussi sortir de cet état collectif en quelque sorte, de minorité culturelle, parce qu'on l'a co-construit. Et donc, la jeunesse, en particulier des diasporas, elle doit la prendre, cette place. Elle n'a pas demandé l'autorisation. Nous, on dit, c'est la saison des cultures africaines. Allez-y, allez-y. Ce qu'il faut changer, là où j'ai une responsabilité, c'est pour ça que je fais ces démarches d'aller au Shrine, d'organiser cette saison, c'est que moi, je dois envoyer le message que c'est important pour la nation française, pour les pouvoirs institués, de s'intéresser à cela. Et ce faisant, je l'espère, d'attirer des gens qui ne regardent pas de ce côté vers cela. Mais la capacité à créer, à dire, à faire, c'est à la jeunesse de le faire et de prendre. Elle n'a pas demandé l'autorisation. Y a-t-il aussi, dans votre esprit, cette idée de pouvoir aider cette jeunesse africaine, à tous ces jeunes qui sont candidats au départ, et bien de leur dire, vous pouvez ne pas quitter votre pays. Oui, mais si vous... À travers une telle année où justement le sujet des migrations est un des grands défis politiques d'aujourd'hui et des prochaines années, parce qu'il ne s'arrêtera pas. Ce défi, il naît d'une crise... Il plonge l'Europe dans une crise morale et politique, et il naît d'une crise, il faut bien le dire, africaine. Elle est liée d'abord à quoi? Un contexte sécuritaire qui est défaillant, parce que ces migrants, ces exilés de leur pays, arrivent comment? Par des trafiquants. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc l'émotion qu'on vit côté européen, en plaquant parfois nos idées ou nos représentations, nous fait parfois oublier qu'il y a derrière le pire du crime organisé. Et ces trafiquants d'êtres humains sont en même temps des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, et ils sont liés aux terroristes. Bon. Et donc il y a cette plaie en Afrique aujourd'hui, et en particulier cette bifurque contre laquelle je lutte avec... beaucoup d'ardeur et de conviction, qui va du golfe de Guinée à la Libye, qui est une route traditionnelle du commerce, qui est devenue une route de la haine et de la mort. Et donc nous devons tous nous y mettre, et je veux saluer l'engagement des chefs d'État et de gouvernement, en particulier du Sahel, dans cette bataille, et celle que nous menons dans la région du lac Tchad contre Boko Haram. Mais derrière ça, regardons lucidement ce sujet des migrations. Les personnes très pauvres ne quittent pas leur pays. Non. Ce sont des classes moyennes de pays qui sont plutôt émergents, qui aujourd'hui passent par la Libye, fait parfois des mois de camp pour rejoindre l'Europe. Regardons la réalité qui est derrière nous. Des pays de la Corne de l'Afrique qui sont en crise. Ceux-là ont droit à la protection consulaire, on leur donne l'asile, de manière inconditionnelle. Et la France a pris ses responsabilités en allant en Espagne, en allant à Malte encore là, pour récupérer, et nous avons des personnes venant d'Érythrée ou du Soudan. Mais une écrasante majorité de celles et ceux qui prennent la mer après des mois, voire des années d'errance, de souffrance, ils viennent de où? Nigeria,
Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée. Est-ce que ces pays vivent moins bien qu'il y a 10 ans? Non. Et donc, il faut aussi, moi c'est le discours que j'ai en responsabilité avec l'ensemble des dirigeants. Nous devons regarder, c'est qu'il y a une jeunesse qui considère qu'elle n'a plus d'espoir dans son pays. Et qui n'est pas la jeunesse pauvre, qui est la jeunesse à qui la famille peut payer un pécule pour payer les trafiquants et rejoindre l'Europe. Il y a le poids de l'histoire dans tout ça Mais aussi. il y a le poids de l'histoire, mais développement, il faut d'abord dire les choses entre frères et les regarder et dire n'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. D'autant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien. Et donc, avoir une politique de planning familial, avoir une politique d'éducation des jeunes filles, de lutte contre le mariage forcé, c'est la nécessité, c'est comme ça que l'Afrique deviendra un grand continent. Et moi, je veux être aux côtés de tous les dirigeants qui portent cette politique. C'est aussi pour ça que j'ai multiplié par 10 nos engagements en termes d'éducation, en particulier d'éducation des jeunes filles. Ensuite, c'est d'aider ces gouvernements à construire et à développer des universités en Afrique. Moi, je suis frappé à chaque fois que j'ai des jeunes partout en Afrique qui viennent vers moi et qui disent « on veut des visas ». J'en ai dit à plusieurs reprises, mais vouloir un visa, ce n'est pas un projet de vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Et le drame, c'est quand il... Ça traduit un désespoir. Oui, mais ça traduit aussi le fait que aussi. Si on veut que l'Afrique réussisse, on doit l'aider à avoir les meilleures universités du monde en Afrique. Évidemment. Et c'est pour ça qu'on a par exemple lancé au Sénégal comme en Côte d'Ivoire des premières initiatives d'universités conjointes. Et c'est pas vrai de dire à la jeunesse de ces pays votre avenir c'est d'aller faire vos études en France et d'y rester. Ça n'est pas vrai. Ouais. Et c'est pas bon pour la famille, c'est pas bon pour eux, pour personne. Et donc on doit aussi nous-mêmes changer notre approche. Et puis 3, c'est créer des emplois. Parce que c'est le seul moyen de réussir par l'entrepreneuriat, par le développement économique, à construire sa famille et son projet. Et donc, si vous voulez, ce sujet des migrations, il ne faut pas le regarder uniquement par l'angle sécuritaire. Il faut le regarder par l'angle moral, psychologique, civilisationnel, qui est de dire comment on rebâtit l'espoir pour toute une jeunesse. C'est par une politique de responsabilité, c'est aussi en lui donnant l'accès à l'entrepreneuriat, à la vie politique. Je veux dire, les jeunes n'y partiront pas s'ils se disent « moi, je peux changer mon pays ». Et il y a trop de pays aujourd'hui en Afrique où les jeunes se disent « je ne pourrai jamais le changer ». Ouais. Vous avez parlé de fraternité, de conjuguer les talents. Je voudrais juste qu'on termine avec cette phrase de Nelson Mandela qui dit ce qui est fait pour nous, sans nous, est en réalité contre nous, soyons des êtres actifs ». La jeunesse africaine, la jeunesse française, nous allons conjuguer les talents et c'est cette jeunesse qui sera au centre donc de 2020. Elle sera au centre, mais vous avez parfaitement raison de dire ça. Et moi, le fil rouge de ma politique en Afrique, c'est d'aider, mais de ne jamais décider pour. De parfois avoir un discours de vérité sur ce qu'on fait de bien et de mal les uns les autres, mais qu'il s'agisse des sujets politiques, de transition démocratique, de stabilité ou autre, c'est pas à la France d'expliquer ce qu'il faut faire. C'est à la France de soutenir quand elle estime que les bonnes décisions sont prises. Et donc, il faut savoir parfois lire mes silences. Ouais. Mais je soutiens, mais je ne suis pas là pour expliquer les choses. Et en effet, la phrase de Mandela est très juste. C'est ce qui est fait avec et par les Africains pour eux-mêmes qui peut seulement être utile. Parce que c'est la voie d'une vraie émancipation. Ouais. Et moi, je crois beaucoup dans cette jeunesse. Et j'y crois beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu tourner la page non plus d'un discours colonial, mais post-colonial, et d'une obsession post-coloniale. La jeunesse de Ouagadougou, je l'ai un moment interpellé en lui disant, ils avaient tous un discours sankariste avec moi. Ouais. J'avais dit, mais vous n'avez jamais vécu la colonisation. Moi, je n'ai jamais vécu la colonisation. Ne m'expliquez pas que vos problèmes d'aujourd'hui, c'est la colonisation. C'est aussi la défaillance de vos propres dirigeants, parfois. Enfin, de décennies de dirigeants précédents. Et donc, il faut qu'on ait ce discours-là. Et les résidus nocifs sont là, en tout cas. Mais les résidus sont là si on décide qu'ils restent dans la tête. Bon. Et donc, on doit construire l'émancipation collective. Et la jeunesse a un rôle formidable. Ouais. L'Afrique est un continent de jeunesse. Et cette jeunesse ne doit pas vivre dans l'obsession du passé. Elle doit en tirer toutes les conséquences. Mais elle doit aujourd'hui avoir un projet qui est son propre avenir et celui d'une Afrique libre et conquérante. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.